Bonjour à tous, donc Alima Pujol, Association française de normalisation. Nous avions un sujet, je suis ravie d'être parmi vous, beaucoup d'interventions intéressantes. Je vais essayer de répondre à la question. La question était le rôle des finances dans les transitions écologiques. Là, on a dressé le tableau des finances vertes. Est-ce qu'on a le droit de parler des finances bleues ? C'est une question au point de suspension. D'où je parle? Je ne suis pas Madame Finance au sein de l'Association française de normalisation, donc je ne suis pas une experte finance. Mais ça a peut-être l'avantage, effectivement, de parler de façon simple de sujets complexes. Je vous parle en fait de la maison de la normalisation, c'est-à-dire des démarches volontaires qui, dans un processus, on va dire, je vais le dire un peu pompeusement, de démocratie délibérative, parce que de le voir en parler comme ça, permet de déterminer comment on peut élaborer des finances vertes. Alors, on a plein de sujets autour des finances vertes. On a des sujets du type les lignes, alors c'est souvent des noms autour de noms très poétiques, autour de ISO, puisqu'on est la maison qui représente la France au sein de la Commission européenne de normalisation ou au sein de l'Organisation internationale de normalisation. Et donc, on a des noms très doux comme ISO 32210 autour des lignes directrices sur les finances durables applicables au domaine financier et notamment aux sociétés de gestion, qui donnera lieu après à des outils, à des méthodes, à des certifications. On peut avoir des normes autour de l'ISO 14100, recommandations aux critères environnementaux pour des projets d'ouvrage ou des actifs financiers ou des actifs immobiliers. Voilà, on peut avoir des normes de ce type-là. En gros, on est un peu la maison de la méthodologie, sauf que ce n'est pas nous qui l'écrivons, ce sont les acteurs de terrain, ce sont ceux qui font. Ça peut être les collectivités, ça peut être l'État, ça peut être les banquiers, ça peut être les assureurs, l'ensemble de la chaîne, les citoyens, qui décide d'écrire, en fait, une norme volontaire. Là, en l'espèce, tout à l'heure, je vous ai parlé de la norme, enfin, de ce qu'on va appeler l'AFNORSPEC, budget soutenable, qui va être issue, en fait, des praticiens. Voilà pour vous expliquer d'où je parle. Je suis Madame Secteur Public au sein du groupe, donc, et notamment Madame Collectivité Territoriale, et je me suis posé la question, et ça va être mon postulat, j'ai envie de finir sur quelque chose d'assez positif, le financier ou la finance a des super pouvoirs. Voilà, je pose ce postulat. On pourrait faire une controverse, hein, mais je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, on peut voir la finance de deux manières, et ça prolonge un peu la table ronde précédente. Le budget ne pourrait être vu comme la traduction de flux financiers ou de stock, en fait. Hein. Et donc là, on a une posture, on va dire, un peu d'exécution. C'est-à-dire on traduit les flux de la collectivité dans les états financiers, que ce soit le budget de fonctionnement ou le budget d'investissement. C'est important parce que ça permet, en termes de description, de savoir effectivement quel impact, quelles sont les dépenses environnementales vertueuses, ou comment on dépense en fait, comment on dépense. On a une deuxième posture qui est de dire les finances, on peut le voir comme quelque chose d'assez proactif qui permet d'influencer en fait l'ensemble des directions dépensières. Là, ça change un peu la donne, parce que quand on regarde la nomenclature budgétaire, que ce soit les investissements ou les fonctionnements, on voit que la nature des dépenses, et mes orateurs prédécesseurs l'ont raconté, permet d'avoir beaucoup d'effets de levier. Peut-être juste, avant d'aller dans ces exemples-là, vous dire que moi, je suis toujours interloquée par les milliards, les millions qu'on a cités en introduction. Je crois qu'il doit y avoir 200 000 à 300 000 milliards d'actifs financiers. Si je compte les transactions commerciales, les transactions financières hors sol par rapport à l'économie, je ne sais même pas les compter, en trillions sans doute. Et finalement, vous, financiers des collectivités, vous avez combien à gérer? C'est une goutte d'eau dans la mer. 200 millions d'euros, je crois, à peu près. Je me ferai contredire peut-être, pour les dotations, pour le budget de fonctionnement des collectivités. Et tout à l'heure, on a cité 60 milliards d'investissements, sachant que les collectivités dépensent à peu près les 3/4 de l'investissement public et que l'investissement public doit représenter 3% de l'investissement total de la France. Vous voyez, c'est des gouttes d'eau par rapport à... Mais pour autant, j'aime faire le parallèle avec les consommateurs que vous êtes. Vous avez peu de budget en tant que consommateur, votre salaire.
C'est-à-dire que votre effet de levier, il est quand même faible par rapport à tous les milliards que je cite. Et pareil pour les collectivités. Pour autant, si vous dépensez vos fonds dans l'alimentation de manière vertueuse, si vous le dépensez dans l'habitat, dans le logement, dans la manière dont vous vous chauffez de manière vertueuse, c'est plus important que le fait de voter. Vous avez du poids. Eh bien, c'est pareil pour les finances. Comme l'argent, c'est finalement le nerf de la guerre, les finances, vous avez un super pouvoir. Donc, en quoi vous avez ce super pouvoir? Et c'est lié à la notion de performance globale, en fait. Si on sort de l'idée du contrôle de gestion ou du contrôle analytique ou de la traduction financière des flux, on se dit, le financier, il peut influencer toutes les directions, notamment les investissements, on l'a vu tout à l'heure, on a besoin de beaucoup d'investissements, mais déjà le stock d'investissements. On peut rénover ce qu'on fait. D'accord, on peut rénover la médiathèque, on peut rénover l'école. On a vu tout à l'heure l'exemple de la cour d'école genrée. Mais on peut aussi décider d'investir dans la maison de transition écologique, j'en vois beaucoup, de manière vertueuse. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, je voudrais juste m'arrêter là-dessus aussi, parce que les dépenses de fonctionnement, vous avez aussi tout un écosystème de parties prenantes. Quand vous dépensez dans vos achats, dans la commande publique, il y a des spasers, etc., eh bien, vous pouvez dépenser également vertueusement, complètement. Mais vous dépensez également par rapport au choix de vos fournisseurs. Vous dépensez, si vous choisissez un fournisseur qui respecte une certaine charte. Tout à l'heure, on a dit 100% de nos achats dans la commande publique sont fléchés clause environnementale ou clause sociale, je ne sais plus qui l'a dit. Bon, évidemment, vous avez une dépense vertueuse. Et les clauses et le budget de fonctionnement, c'est 30 à 50%. Je crois, d'un budget d'une collectivité. C'est pas rien. Donc, vous agissez aussi sur toutes les parties prenantes de votre territoire. Je pense aux entreprises. Vous êtes parfois actionnaire. Je pense également au personnel. La façon dont vous... Alors, il y a des marges de manœuvre très limitées, mais il y a effectivement des primes que vous pouvez fournir. Je pense aux satellites. Tous les budgets annexes, ça doit être assez important aussi, sur lesquels vous pouvez agir. Je pense à l'éco-socio-conditionnalité des subventions que vous faites à tous les acteurs de votre territoire. Donc, en fait, la finance, et c'est pour ça qu'on a cette notion d'ESG, elle est multipartie prenante, elle est vue en fait de manière, je dirais, beaucoup plus systémique et beaucoup plus globale aujourd'hui qu'hier. Voilà ce que j'avais envie de dire par rapport à cette façon d'orienter les flux et les super-pouvoirs qui sont les vôtres. Donc adopter une vision élargie du budget ou des finances. Je vais aller vite parce que tout à l'heure, Élodie Moulis en a parlé, beaucoup d'entre vous en ont parlé. Nous sommes aujourd'hui, on va dire, alignés, engagés dans l'agenda 2030. Je voudrais dire que tout à l'heure, je vous ai parlé de finances vertes, de finances bleues. J'ai envie de parler de finances durables parce que pour moi, la finance, et c'est ce qui va changer dans votre métier, elle doit d'abord répondre à des objectifs non seulement environnementaux, mais également sociaux et sociétaux. Je ne vais pas reciter les exemples que tout à l'heure on a cités, mais je vous cite l'exemple, le verbatim de Florence Provandier qui disait que tous les ODD sont liés, vous voyez bien que toutes vos compétences ici sont concernées, et que si vous ne voyez que sous le prisme de l'environnement, beaucoup de vos directions ou beaucoup de vos directions dépensières ne vont pas se reconnaître dans vos dépenses ou dans vos recettes. Donc l'avantage de parler ODD, de parler développement durable, comme on en a parlé depuis l'agenda 21, maintenant avec l'agenda 2030, c'est d'avoir ce prisme. Ça rend les choses plus compliquées, parce que c'est encore une vision beaucoup plus 360, mais ça permet d'avoir cette vision globale sur l'ensemble des impacts que vous avez sur votre territoire. Et puis j'ai envie de vous dire que, je pense à la question par exemple des migrants, qui est une question sociale, mais demain, ou la question des personnes vulnérables, qui est une question sociale. Lorsque demain les cataclysmes écologiques arriveront, vous ne pourrez pas vous dessaisir de ces questions sociales en fait. Tout est lié, ça va nous coûter plus cher que de gérer ces problèmes-là. Donc aujourd'hui, on nous a dit tout à l'heure qu'il y avait, et on l'a dit pendant tout ce séminaire, il y a une réglementation européenne autour du pacte vert, autour de la taxonomie européenne, autour du CSRD, c'est-à-dire du devoir de durabilité, du devoir de reporting de durabilité, sur lequel
on va pas échapper à ce mouvement-là, puisqu'il s'agit de verdir l'économie, entre guillemets, ou de le bleuir. Donc, ça veut dire que les collectivités demain, on a vu l'amendement Cazeneuve, et j'en passe et des meilleurs, arrivent. Est-ce que nous, on a envie de voir s'imposer des outils, ou est-ce qu'on a envie d'y participer? CF, mon discours sur la norme volontaire. C'est-à-dire que la norme volontaire peut être un moyen d'appliquer les politiques publiques, si ça s'impose à nous, c'est aussi un moyen proactif d'influencer la décision publique. Et tout ce que vous faites aujourd'hui à Niort, à Pessac, ailleurs, je les citerai, c'est effectivement, à Lyon Métropole, que j'ai rencontré tout à l'heure, à Bourg-en-Bresse, effectivement, alimente ces réflexions-là. Alors justement, je m'arrête dessus, je suis sur ce schéma un peu compliqué pour dire, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, comment est-ce que la finance peut assurer une ossature, être une colonne vertébrale dans l'ensemble des politiques publiques que l'on mène? Comment est-ce que la finance peut mobiliser l'ensemble des directions ou des services dépensiers dans un alignement où il y a à la fois une cohérence entre le stratégique et l'opérationnel? Je fais le pari que la finance peut le faire, en fait. C'est-à-dire que la finance, à partir du moment si elle ne compte pas que sur le prisme quantitatif de l'euro, effectivement, elle peut dire, dans le dialogue de gestion, est-ce que vous répondez bien au projet de la municipalité, au projet de mandature, au projet politique, au projet d'administration, au projet managérial, au PCAET, au SPASER, et j'en passe et des milliards, des instruments de planification, vous en avez 50 000. Voilà. Est-ce que tout ça est bien aligné? La finance n'est pas le seul acteur de cet engagement dans la transition, mais effectivement, elle y contribue, et je trouve que c'est intéressant de lui donner ce rôle-là. Alors comment, je voulais juste vous citer quelques exemples en fait de territoires qui utilisent la finance, en tout cas qui vont traduire les budgets de fonctionnement et d'investissement dans le cadre, c'est une tentative, hein, là j'ai repris les travaux du comité 21, de croisement entre les politiques publiques et leur impact sur les ODD. On parle de durabilité, comment est-ce que la finance participe à l'évaluation des politiques publiques. Voilà comment certains territoires, chacun à sa façon, hein, décident de dire, on a 17 objectifs de développement durable qui constituent la grammaire, en fait, une grammaire universelle. Il faut lutter contre la pauvreté, lutter contre le réchauffement climatique, consommer moins d'énergie, arrêter le gaspillage alimentaire et j'en passe, mieux nous nourrir, santé, etc. La raison d'être d'une collectivité, en fait. Hein. Comment est-ce que, effectivement, on peut flécher, et ça rejoint encore une fois la table ronde précédente, comment on peut flécher les dépenses, flécher l'évaluation de ces politiques publiques par rapport à ces objectifs de développement durable. Alors l'Eurométropole de Strasbourg va dire, moi, il y a certains ODD qui sont plus prioritaires que d'autres. La ville de Niort aura fait son agenda 2030. La ville de Pessac, c'est ce que je vais vous raconter, décide de faire tourner toutes ces dépenses publiques autour de cette roue des ODD. Les approches sont différentes, mais elles sont intéressantes pour donner à la finance un autre rôle. Alors, justement, sur Pessac, voilà l'exemple du rôle de la finance à Pessac. C'est d'abord un projet qui a été porté par l'élu finance à la ville de Pessac. Et c'est un projet aujourd'hui en cours depuis 3 ans. Ils ont commencé par le plan pluriannuel d'investissement qui constituait 100 millions d'euros. Vous voyez une goutte d'eau dans la mer. Hein. 100 millions d'euros dans une commune de 35 000 habitants. Mais comment est-ce qu'on peut en faire un vecteur d'accélération de la transition? Eh bien, ils ont d'abord dit, nous, on a un agenda 21, on veut le transformer en agenda 2030, et il faut que tous les sous qu'on dépense, même si on n'en a pas beaucoup, eh bien, il faut que ça serve et que ça fasse effet de levier par rapport à nos objectifs. Et nous, notre grammaire, c'est les ODD. Donc, tous les projets, je parlais tout à l'heure de la médiathèque, de la rénovation, de la construction d'un conservatoire de musique, etc., sont analysés sur la base de ces 17 ODD. Et effectivement, AFNOR a participé à ce travail expérimental qui est récurrent chaque année et qui permet en fait d'être introduit en débat d'orientation budgétaire pour effectivement voir comment on peut améliorer les démarches d'investissement à Pessac. Donc c'est un exercice de cotation sur lequel on peut discuter encore pour dire dépenses favorables, défavorables. Peut-être juste une note que je n'ai pas dite tout à l'heure. On part du postulat, si vous voulez, que c'est pas parce qu'on crée une crèche ou c'est pas parce qu'on crée ou qu'on finance un EHPAD que c'est une dépense vertueuse, socialement parlant. On part du principe que c'est la manière de créer l'école, c'est la manière de gérer l'EHPAD
hein, et vous savez à quoi je fais allusion, qui permet de dire que c'est une dépense vertueuse. Raison pour laquelle tous les projets sont passés au crible de l'ensemble des audits. Pour conclure, j'ai voulu effectivement lister l'ensemble des éléments. Quel rôle pour la finance durable? Vous voyez, j'ai dit beaucoup de choses en fait. Hein. En gros, j'ai dit, voilà, la finance peut anticiper une éventuelle réglementation d'obligations réparties en disant participer à ces travaux d'expérimentation qu'on voit naître partout, de manière à pouvoir harmoniser les méthodes, faire en sorte qu'elles se parlent et qu'on sache que ça ne veut pas dire que le budget vert ou le budget ODD ou le budget genré n'est pas utile, mais qu'on sache à quoi ça sert et de quoi on parle. Voilà. Ça peut être effectivement évaluer l'impact des politiques publiques, c'est ce que vous faites déjà. Ça peut être attribuer des subventions ou des aides en mode éco-conditionnalité, je les ai cités aussi. Ça peut être effectivement être un outil d'arbitrage des investissements pour les élus, pour les directions, et les accompagner dans cette logique-là. Ça peut être un instrument de redevabilité, un peu dans la logique du rapport de situation de développement durable auprès des citoyens, auprès des parties prenantes de votre territoire. Ça peut être un instrument de relation de confiance avec toutes les parties prenantes. Tout à l'heure, on a cité que si effectivement vous allez vers des financements, des emprunts verts, vous adhérez à l'Agence France Locale, vous faites de la participation citoyenne, de l'emprunt citoyen via le crowdfunding, forcément, vous créez une autre relation à la finance. Vous pouvez effectivement utiliser tous ces outils pour transformer l'ensemble de vos outils de gestion. Vous pouvez surtout, et ça je finirai par ça, donner du sens à la finance. Voilà, donner du sens à la finance et ainsi mobiliser l'ensemble des agents qui se reconnaîtront dans l'ensemble de ces outils et de ces messages dont vous serez porteurs. Voilà le super-héros que vous êtes.